J'ai trouvé plus qu'un sujet d'intérêt, je trouvais une passion. Enfin, vraiment, l'éducation financière, ça m'a passionnée parce que très très rapidement, j'ai compris que je pouvais changer ma trajectoire. Je perds 2 clients, bah, l'État sera là. Je me retrouve au chômage, l'État sera là. J'ai pas le droit au chômage, l'État sera là. Ça pique les yeux, pardon. Je veux sauver ma peau, je veux une retraite, bordel. Si je délègue pas, je passe mon temps à régler des problèmes. Ouais. Je connais aucun entrepreneur qui gagne des millions qui fait le ménage dans ses Airbnb. On a eu de la prostitution dans nos locations courte durée, on a eu des squats dans nos laveries. Bienvenue Delphine. Merci Fanny pour l'invitation. Bah, merci à toi. Franchement, je t'ai pris il y a quelques jours. J'étais là, s'il te plaît, est-ce que tu peux me Mais le dire last oui. minute, c'est ce qui marche le mieux avec moi. Dès qu'il faut le planifier. Et puis quand les gens viennent à Dubaï, j'avoue que j'essaye d'honorer les demandes. C'est plus facile pour moi. Je sais que voilà, la qualité des images dans un studio est cool. Ouais. Donc, Trop voilà. bon à savoir. D'ailleurs, si vous voulez avoir Delphine, c'est last minute. Alors, j'ai fait une description sur ChatGPT. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ah, Tu vas me yeah. dire si elle est bien, pas bien, qu'est-ce que tu rajouterais, etc. Bienvenue dans Success. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée inspirante, Delphine Pinot. Elle est entrepreneure, investisseuse et créatrice du podcast Richissime, une référence en matière d'éducation financière et de liberté financière. Son parcours est fascinant. Après avoir longtemps cru que l'argent était un sujet réservé aux experts, elle a décidé de s'y intéresser sérieusement il y a quelques années. En moins de 3 ans, elle a complètement transformé sa situation financière et a atteint la liberté financière, tout en partageant son apprentissage avec des milliers de personnes. Aujourd'hui, Delphine accompagne celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs finances, mieux gérer leur argent, investir intelligemment et construire une vie alignée avec leur ambition. Dans cet épisode, on va plonger dans son parcours entrepreneurial, son organisation au quotidien et son dernier lancement. Elle va nous partager ses stratégies, ses apprentissages et ses conseils concrets pour avancer sur le chemin de l'indépendance financière. Préparez-vous à un échange riche et motivant. Delphine, bienvenue dans Success. Merci, c'est très bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu rajouterais? Qu'est-ce que tu compléterais? Ma double facette, ma facette d'investisseuse. Ouais. Là, c'est le côté créatrice de contenu, peut-être plus infopreneur qui est décrit par ChatGPT. Tout ça est le fruit de mon expérience, mon parcours personnel. C'est de là que je tiens l'essentiel de mon expertise, et évidemment de mon expérience. Donc voilà, j'ai investi dans l'immobilier, je rachète des business aujourd'hui, des boring business comme on dit. Ouais. J'ai fait de la sous-location professionnelle, c'est un peu particulier, mais c'est un mode de gestion immobilière. Et puis, tous ces investissements-là ayant pour but, effectivement, de me rapprocher de la liberté financière. Trop bien. Oui, il y avait beaucoup le mot financière, je trouvais, dans la description. Et tu es aussi maman, femme. Je suis aussi maman, je suis aussi une femme. Voilà, Ok. toutes les casquettes. Ça change un petit peu parce que d'habitude, je demande à mes invités de se pitcher. Tu sais, moi, je fais du pitch, je suis un peu experte dans ça. Comment tu te pitcherais juste vraiment très rapidement, en 30 secondes? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Tu sais, à quelqu'un que tu connais pas, ce pitch, c'est l'elevator pitch. Je suis entrepreneuse, investisseuse, créatrice de contenu. J'accompagne les gens, les Français, les monsieur et madame tout le monde vers la liberté financière pour utiliser l'éducation financière comme un levier de changement de vie. Trop bien. Ouais, très impactant, très court. Comment t'en es arrivé là, dans les grandes lignes? Je sais que tu as l'habitude de répéter ton parcours, tu l'expliques aussi beaucoup sur ton podcast, tu fais quand même pas mal de storytelling aussi. Mais redis-nous dans les grandes lignes, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? 32 ans, je me prends une claque. J'ai fait des belles études. J'ai plutôt bien gagné ma vie en tant que salariée. J'ai entrepris, ça n'a pas toujours bien réussi, mais j'ai rebondi. Enfin bref, 32 ans, je me sépare de mon ex, je retourne vivre chez mes parents. J'avais monté une activité de freelance qui vivotait, franchement. Je gagnais pas des milliers des cents. Je touchais le chômage. Le chômage s'arrêtait dans quelques mois. Ah, waouh. C'est waouh, genre pas du tout, t'as envie de te retrouver dans la vie à 32 ans, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que le dénominateur commun, enfin, pourquoi je me retrouve fauchée à 32 ans, à la fois mon business vivote, je touche du chômage et j'ai plus grand-chose sur mes comptes, c'est parce que je me suis jamais préoccupée de mon argent, quoi. Donc ça a commencé par là, et de fil en aiguille, j'ai trouvé plus qu'un sujet d'intérêt, je trouvais une passion. Enfin, vraiment, l'éducation financière, ça m'a passionnée parce que très, très rapidement, j'ai compris que
je pouvais changer ma trajectoire. Je pouvais pas juste régler mes problèmes, mais je pouvais réellement changer le cours de ma vie en m'intéressant à cet objet, cet outil, cette ressource qu'est l'argent. On a tous du temps, on a tous une énergie. Le temps, c'est une énergie finie, entre guillemets. L'énergie, ça s'épuise. L'argent, on en a une quantité finie aujourd'hui, mais finalement, il n'y a pas de plafond à ce qu'on peut faire dans la vie. Je me suis dit, ok, bon, j'ai mal utilisé tout ça jusqu'à présent, on va essayer de mieux faire. Et après, tu mets le doigt dans l'engrenage et c'est fini, quoi. Ouais. C'est fini très vite, ça... Juste sur un point de vue budgétaire, gestion de mon argent, j'ai remis le truc d'équerre, ça a porté ses fruits assez rapidement. Et la next step, c'est très rapidement, ok, qu'est-ce que je fais de mon épargne, qu'est-ce que je fais, c'est quoi les investissements, je m'intéresse au sujet, j'y connaissais rien, je suis partie de zéro. Et puis, et j'ai tout appris. Et j'ai choisi directement les trucs les plus rentables, les trucs qui généraient le plus d'argent, en me disant, quitte à changer ma vie, autant faire... Moi, les trucs pépères, sans risque, de toute façon, j'ai un ADN d'entrepreneur, ça ne m'intéressait pas. Donc moi, je me dis, ok, je me suis déjà retrouvée dans une situation compliquée, même juste en termes d'ego, tu vois. Et je veux pas revivre ça. Maintenant, maintenant, je veux choisir. Je veux vraiment choisir la vie que je veux, quoi. Et donc, je vais faire les investissements qui vont m'amener à la vie que je veux. Donc, je vais prendre les trucs les plus rentables. Ok. 2 questions découlent de ce que tu viens de dire. La toute première, c'est est-ce que tu as eu des personnes qui ont popé comme ça? Tu es allé dans des séminaires, tu as lu un livre, il y a eu un truc qui a fait, tu sais, ce moment de waouh, là, il faut que je change quelque chose, là, ça va changer maintenant. Il y en a plein, mais il y a un couple d'investisseurs qui m'a marqué, que je suis encore aujourd'hui. C'est la première fois que je regardais un webinaire en ligne, une conférence en ligne. Et avec... du coup, je m'étais séparée de mon ex et je venais de rencontrer mon futur mari. On regarde tous les deux de chacun de notre côté. On se connaissait depuis quelques mois, etc. On parlait déjà un petit peu d'argent, mais pas trop. Puis on regarde cette conférence. C'est lui qui m'avait dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse de la suivre avec moi et tout. On n'habitait pas ensemble. On regarde. Ce couple, c'est Émilie et Guillaume Malguir. C'est Club Immobilier sur Instagram. Et ils avaient déjà plus de 90 lots... et 3-4 ans de moins que moi, tu vois. Je dis, putain, mais on n'a pas eu la même vie, quoi. Il y a un truc que j'ai loupé, quoi. Et en fait, grâce à eux, je découvre un monde de gens qui n'ont pas eu la même vie que moi. Tu vois, moi, j'ai une vie basique. J'ai fait des études, je me suis bien amusée pendant mes études. Après, j'ai fait mon premier job, mon deuxième job, j'ai eu mon appart, etc. J'ai eu un mec, mais j'avais une vie banale, quoi. Eux, ils ont acheté 90 lots. Putain, c'est ouf. Dans des immeubles. On n'a pas la même vie. Et évidemment que moi, je vois... Ok, donc eux, ils ont été capables de le faire. Tu sais, il y a toujours ce truc un peu... non, mais si eux, ils peuvent le faire, je peux le faire aussi, quoi. Je suis un peu plus vieille, mais il faut que je les rattrape, mais je peux le faire aussi, quoi. Je pense que, encore une fois, mon ego a été piqué, mais dans le bon sens du terme, titillé. Et puis, moi, je ne suis pas... très averse au risque. J'avais déjà entrepris, j'avais déjà tenté une aventure de start-up. Bon, ça avait foiré comme jamais, mais je veux dire, c'est moi, quoi. Me lancer dans des choses, essayer, prendre des risques. De toute façon, ça me ressemble, donc j'avais pas ces barrières-là. Je voyais qu'il n'y avait pas que eux, il y avait plein d'autres gens pour qui c'était devenu une réalité, donc ok, let's go. Et on s'est très très bien trouvés avec mon chéri qui est devenu mon mari depuis, parce qu'on s'est trouvé cette passion commune, quoi. Waouh, trop bien. Ouais, je pense qu'on a tous un petit peu ce déclencheur, mais du coup, comment t'expliques, ça c'était ma deuxième question par rapport aussi à ton parcours, comment t'expliques qu'on arrive à 32 ans? Parce que c'est vrai que moi, je me reconnais un peu. Alors, je me suis posé des questions à 28 ans. Tu vois, j'ai aussi acheté mon premier bien immo, un tout petit appart. Enfin bref, c'était un échec cuisant aussi, le truc. Mais on pourra en reparler. Comment t'expliques qu'en France, on est à 32 ans, on n'a rien sur nos comptes, on dépense tout. Enfin, je veux dire, les gens ne savent pas comment investir, ne savent pas où investir, quoi faire. Enfin, ils essaient de tous un peu piocher dans ce qu'ils peuvent, la crypto, la bourse, l'immo et tout. Mais tout le monde fait un peu les trucs à moitié. Comment t'expliques qu'on en arrive là, quoi, avec un CDI, on n'est pas heureux et on a envie de changer les choses, mais on ne sait pas par quoi. Je vais pas me faire des amis en répondant à ta question. Mais... Bon, si on veut être juste, le problème de déficit d'éducation financière, c'est pas propre à la France. Non. Donc, c'est quand même partout dans le monde, parce que de manière générale, le monde institutionnel de l'argent et de la finance
n'a pas tellement grand intérêt à nous éduquer financièrement. Donc, C'est vrai. à partir du moment où, du coup, il n'y a pas quelqu'un qui se dit « Oh, bah, on va le faire à la place du marché », type des gouvernements, tu vois, bah, du coup, ça veut dire que c'est laissé à la famille. Donc, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération avec la relation, avec les traumas, avec... C'est une boîte de Pandore, de projection, l'argent qui est incroyable. Donc forcément, bah ça, en fait, ça se transmet par culture familiale, qui est imprégnée aussi en partie de la culture du pays. Et ça, c'est le deuxième volet. Je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais on est dans un pays dans lequel il y a tellement d'amortisseurs sociaux. On vit dans un monde de canapés, de coussins, il y a des plumes partout, que on ne peut pas décemment être dans une logique de construction. On peut pas être motivé à se créer sa propre trajectoire. On peut pas, tu vois, avoir le feu aux fesses, quoi. On peut pas ça, parce que je veux dire, l'État sera là pour nous aider à tous les coins de difficulté. Et on voit à quel point les Françaises et j'en fais partie, je suis française, je suis partie il y a quelques mois maintenant de la France, mais j'en fais partie. Ce qui m'a inquiétée, c'est le jour où, tu sais, quand on a commencé à voir l'inflation grimper, notamment du fait de l'énergie, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Puis là, on voyait toutes nos factures d'électricité, wow, et puis on entendait qu'à l'étranger, notamment au UK, c'était une catastrophe. Des factures qui ont été multipliées par 2, 3, 4, 5. Et je me rappelle, mon mari, il me dit comment on fait si nos factures sont multipliées par 2, 3, 4, 5, notamment quand on avait déjà de l'immobilier, ça va nous niquer toute notre rentabilité, quoi. Et la première pensée que j'ai eue, c'est mais l'État va pas laisser faire ça. Et ça m'a marquée parce qu'au moment où je l'ai dit, je me suis dit putain, mais Delphine, c'est pas possible, tu raisonnes à l'envers en fait. T'es tellement imprégnée de ce système que t'as même... Évidemment que je vais pas construire des sécurités. Parce que moi-même, que ce soit sur ça ou sur autre chose, je me dis l'État sera là. L'État sera là. Je perds un client majeur, je perds deux clients, ben, l'État sera là. Je me retrouve au chômage, l'État sera là. J'ai pas le droit au chômage, l'État sera là. L'État est là partout. On peut trouver ça bien, pas bien. En fait, c'est même pas ce débat-là. C'est que ça a forcément des conséquences. Et la conséquence, c'est que ça ne pousse personne à être dans une forme de recherche de l'excellence pour créer plus de valeur, pour dégager plus de valeur. Et donc, sur la finance, c'est pareil. Tu rajoutes à ça une bonne petite couche de discours la finance en France, c'est très infantilisant. C'est très précautionneux. Je veux dire, personne ne nous pousse à prendre des risques, tu vois. Une aberration, c'est de se dire la France, tu vois, quand tu ouvres un compte, une assurance vie par exemple, tu dois remplir un petit questionnaire qui évalue ton niveau d'appétence au risque. Et donc, ils te ressortent bah, vous avez un niveau d'appétence sur un moyen, tu vois. Donc, on vous recommande ces produits-là. Et en fait, la finance s'adapte à ton niveau de risque, alors que c'est toi qui dois t'adapter. C'est toi qui as un avenir à construire. C'est ok, moi, je veux sauver ma peau, je veux une retraite, bordel. Est-ce que je dois suivre les conseils de mon niveau d'appétence au risque maintenant ? Ou est-ce que je dois me dire, ok, c'est quoi le niveau de risque qu'il faut que je prenne pour atteindre mes objectifs et comment je peux le faire de la manière la plus intelligente possible ? Et si ça me fait peur aujourd'hui, comment je peux travailler et faire évoluer mon niveau de risque, tu vois ? Et ça devrait être dans ce sens-là et dans aucun autre sens. Ouais, on sent que ça te porte, ce message. Mais c'est une passion, ce sujet. Je suis... mon langage devient beaucoup plus fleuri quand je parle de sujets qui me passionnent. Mais oui, c'est une passion. Mais je peux comprendre parce que c'est aussi ce qui t'a emmené là, aussi transmettre des clés pour pouvoir justement s'en sortir. Mais c'est vrai que le problème, en fait, est pris à l'envers par la plupart des gens. Et c'est vrai que c'est compliqué. Toi, tu as quitté la France. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves à Dubaï, que tu n'as pas en France, plein de choses bien évidemment, mais toi personnellement, comment tu t'y sens aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es là ? Je pense que les deux choses qui ont eu le plus d'impact sur moi, la première c'est la météo. Ouais.
je suis pas une grande amoureuse du soleil, de la chaleur. J'aime pas passer mon temps sur un transat. Mes parents étaient pas comme ça, alors on n'a jamais passé des vacances comme ça, tu vois. Ceci dit, je pense que ma petite dose de vitamine D tous les jours, moi, les hivers sont difficiles en France. En plus, on vivait dans le nord de la France, vers Dunkerque. Moi, j'ai toujours vécu, depuis que je suis toute petite, des déprimes hivernales. Oh. Et c'est pas grave. Hein. Je pense que ça touche beaucoup de gens, en fait. C'est vrai. Tu vois, mais ma soeur et ma mère me le rappellent souvent quand je leur dis « Oh là, en ce moment... elles me disent bah, « Oui, mais ma chérie, c'est l'hiver. Tu sais, long. depuis que t'es toute petite, c'est un peu compliqué pour toi, les hivers et tout. » Donc, vraiment, se lever tous les matins, voir du soleil. En fait, c'est incroyable. Nous, on a aussi choisi de vivre dans un lieu où on a une vue magnifique sur la mer parce qu'on passe énormément de temps chez nous, que c'est hyper important pour moi d'être dans un endroit dans lequel je me sens bien et qui m'inspire. Et ça a changé énormément de choses sur mon état d'être, mon mood, et forcément, après, ça rejaillit sur la productivité, etc. Mais ça rejaillit sur tout, ça rejaillit sur le couple, sur l'attention que je porte à mon fils, sur la qualité de mes interactions, parce que tout simplement, je me sens mieux. Ouais. Et la deuxième chose, c'est très rapidement, d'une manière dont on ne s'y attendait pas, on a fait évoluer énormément nos référentiels sur l'argent. On a encore développé notre appétence au risque. Les chiffres ont pris une autre proportion. En fait... le fameux, quand tu arrives ici, tout le monde te dit « Ah ouais, ici, on pense en x10 ». Bah ouais. Et tout change, en fait. Tu vois, on est arrivé, le premier truc quand t'arrives, où est-ce que je vais habiter ? Donc, on avait pris un Airbnb pendant 1 mois. Puis, il y avait ce quartier qui nous faisait de l'œil, qui est un des quartiers les plus chics de Dubaï. Et qu'on avait déjà repéré quand on était venu en repérage 1 an auparavant. Et en fait, c'est pas possible, on n'a pas les moyens. Okay. Donc pour te dire, l'appart qu'on loue actuellement, c'est à peu près 10 000 € par mois, toutes charges comprises. En France, notre maison nous coûtait 950 € de remboursement bancaire. Si tu ajoutes l'électricité, les assurances et tout, et vraiment que tu pousses le curseur, 1 500 € par mois. Jamais dans mon esprit, moi j'ai vécu et j'ai grandi en région parisienne, l'idée même un jour de mettre 10 000 € de loyer. Ouais, c'est clair. Et quand on est arrivé ici... Jamais, enfin, on était là en mode non. Puis on cherchait, ça nous plaisait pas. Et en fait, on s'est dit, ok, est-ce que c'est une question de moyens ? Non. Donc, c'est une question psychologique ? Oui. Est-ce qu'on le fait ? Est-ce que c'est important pour nous ? Oui. et donc, littéralement, on a quasiment fait x10 sur juste la résidence, quoi. Incroyable. Et alors, 0 regret 4 mois plus tard. Mais on n'aurait jamais été capable de faire ça. Je n'aurais jamais mis 10 000 € dans un loyer parisien. Jamais de la vie. En plus, je sais pas si tu as pu négocier ou quoi, mais ici, ils demandent 1 an ou 6 mois de loyer en avance, non ? Un petit peu. Alors, c'est des contrats sur 1 an, mais en fait, tu peux payer par par échéance. Donc, nous, on a négocié un paiement en 4 fois. Donc, à chaque fois, tu sors... pratiquement 30 000 €. Voilà. En fait, c'est tes standards qui ont changé aussi. En fait, tout qui change, il y a tout qui change. Est-ce que la Delphine, ici à Dubaï, elle est différente de celle que tu as pu être en France ? Parce que j'ai du mal à me rendre compte, j'ai du mal à avoir ce recul-là. Ouais, mais tu vois, en France, tu as aussi tes amis, ton entourage, au quotidien, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que quand ici, la moindre consultation médicale... c'est voilà, notre fils est allé chez le médecin pour des trucs banals de petits garçons, tu vois. Quand la moindre consultation médicale ici, c'est 150 €, c'est sûr qu'à un moment donné, ton référentiel, il change, quoi. C'est-à-dire qu'en France, tu dois aller voir, tu dois payer un médecin en dépassement d'honoraires et que c'est 80, en fait, pour toi, c'est... C'est le bout du monde. C'est normal depuis qu'on est ici, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est juste... Hier... Quand j'habitais dans le nord de la France, un médecin à 80 € avec dépassement d'honoraires, je me disais « Ah ouais, alors je le payais quand même, mais c'était cher. » C'est vrai. Là, aujourd'hui, c'est « Shut up and take my money », tu vois. En fait, c'est à partir du moment où tu es habitué à payer plus cher quelque chose, quand tu reviens dans ton pays et que tout est moins cher, bah forcément, ça change ton référentiel. Alors, ça peut être un piège, parce que du coup, tu peux aussi beaucoup plus facilement sortir ta carte bleue et te dire « Oh, bah, finalement, plus rien n'est cher ».
Ça peut être un piège. J'ai pas suffisamment de recul pour te dire, mais on sort pas beaucoup. Tu sais, on a une vie de famille ici. Ouais. Ah, c'est chouette pour la vie de famille aussi. Nous, on va pas trop dans les beach clubs. Enfin, on n'a pas la vie de l'infopreneur classique à Dubaï parce qu'on a une famille. Beaucoup d'infopreneurs ici n'ont pas nécessairement... Pas tous, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants. Et finalement, ça reste une vie de famille. Trop cool. Ok. Du coup, pour juste repartir sur les bases de la liberté financière et de l'investissement financier. Donc, toi, tu as plusieurs choses là. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es investisseuse, tu as plusieurs laveries, 2 laveries, c'est ça? 2 laveries, 3. Il y en a une qui est en financement en ce moment. Là. Ok. Car wash? 1, et on est en train de racheter un groupe. Et des immeubles IMO? Et de l'immobilier, oui. Et de l'immobilier. Ok. Moi, j'ai une question pour toi quand tu habites comme ça à l'étranger. Je sais que tu délègues pas mal de choses, mais comment tu fais pour être sereine? Déjà, est-ce que tu es sereine? Parce que peut-être tu ne l'es pas, mais... Totalement. Comment tu fais pour être sereine par rapport à tout ce que tu as en France, plein de choses qui se gèrent? Et en plus, c'est des business un peu physiques. Et puis, tu sais, l'IMO, il y a toujours une couille, il y a toujours un truc qui va se passer, il y a un truc qui va péter dans un appart, il faut y aller. Enfin, comment tu fais? Tu sais, moi, j'ai vraiment le truc, parce que mes parents ont pas mal d'IMO aussi. Et j'ai toujours ce discours qui est, bah oui, mais il faut être sur place, il faut gérer, nana. Et donc, en fait, bon, mes parents en ont eu un peu marre, mais ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même prise de recul, ils n'ont pas les mêmes modes de pensée que moi. Et puis, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas voulu déléguer. Donc, ils sont toujours un peu fait chier à tout faire. Mon père, direct, dès qu'il faut aller déboucher un évier, il y va. Alors qu'on ne lui a pas demandé de le faire. Enfin, il y a ce truc-là. Comment tu fais pour pas avoir cette pression là au quotidien? Il va se passer un truc. Elle est exactement là, la différence. Si je délègue pas, je passe mon temps à régler des problèmes. Ouais. C'est évident. D'autant que nous, tout notre immobilier est géré en location courte durée. Mais des car wash, évidemment que tout ça, ça génère des demandes clients, ça génère des problèmes, il y a des mauvaises utilisations des machines, tout ça génère des petits problèmes. Mais c'est exactement pour ça que on délègue. Mais notre parti pris depuis le début, ça a toujours été de déléguer. Okay. Ça fait vachement peur aux gens. Ouais. En fait, l'immense majorité des Français considèrent que c'est dur de déléguer. Coûter cher. On peut pas trouver des... Voilà, alors, trouver des personnes fiables, c'est compliqué. De toute façon, personne ne veut travailler en France. On peut avoir confiance en personne, toujours mieux servi que par soi-même. Et comme tu disais, ça coûte cher de déléguer. Ouais. Alors, ou c'est moins rentable sur peut-être de l'IMO ou de la LCD. C'est une évidence. À partir du moment où tu décides de payer en argent plutôt qu'avec ton temps, si ton temps n'a pas beaucoup de valeur... C'est vrai. Tu vois, quand tu es un entrepreneur et que tu gagnes des millions et des millions, je connais aucun entrepreneur qui gagne des millions qui fait le ménage dans ses Airbnb. Parce qu'ils estiment que leur temps a plus de valeur et que c'est beaucoup plus intéressant pour eux de le déléguer. Mais c'est pas forcément le cas de tous les Français, qui peuvent aussi avoir une meilleure rentabilité à le faire eux-mêmes que... Mais ça crée un deuxième job, en fait. Plus tu as d'immobilier et plus tu vas le faire. Donc, soit tu te dis toutes mes croyances de départ, que c'est pas possible, que c'est compliqué, et puis d'ailleurs, c'est pas parce que c'est compliqué qu'on peut pas le faire, ou qu'on doit pas le faire, mais... À partir du moment où tu as toutes tes croyances négatives sur le fait de déléguer, ok, donc c'est soit tu veux pas t'y confronter et tu délègues pas, super, tu t'es créé un deuxième job, soit tu t'y confrontes. Et peut-être que la première personne que tu vas trouver, elle va te conforter dans tes certitudes. Ouais. Et peut-être qu'il faut une deuxième ou une troisième personne. Moi, je pense qu'évidemment, ce qui nous a aidés, c'est qu'on n'a jamais eu ces croyances-là. Ouais, c'est ça. Donc nous, on partait, on veut trouver quelqu'un pour nous aider à gérer nos business. Et donc, on a aussi cette attitude de... Tu sais, le type qui se fait chier dans son travail, il te renvoie cette idée de « je me fais chier dans son travail ». Le type qui adore son travail, il te renvoie ça. Ouais, c'est vrai. Donc, là, moi, forcément, si j'essaie de trouver quelqu'un avec l'attitude de « ouais, de toute façon, je sais très bien que il va mal faire son job, je sais très bien que... » Qui a envie de bosser pour quelqu'un qui pense que de toute façon, tu vas te planter et qui attend que ce moment-là pour te mettre le nez dans le caca? Ouais. Donc, on paye bien les gens, on leur paye ce qu'ils demandent, on les forme, on les accompagne pour qu'ils soient au niveau, qu'ils comprennent bien, que les attentes soient bien cadrées, et on les valorise. Chaque fois qu'on rentre en France, on va au karting, on va au bowling, on va au restaurant avec nos équipes, celles qui gèrent notamment l'immobilier et les business, et en vrai, on les adore. Ouais. Et on a trouvé des gens avec qui qu'on a plaisir à avoir au téléphone, même quand ils nous appellent pour nous dire alors, Delphine, Benoît, il y a un petit souci.
Ça arrive. Et puis l'autre chose, c'est que les gens se font une montagne. Enfin, la plupart des soucis, C'est en vrai. vrai, sont... Mais tu sais pourquoi? C'est parce que je pense que du coup, on parlait de ça au début du podcast, de cette histoire d'éducation financière. Ensuite, il y a passé le cap de j'investis, j'achète mon premier bien, j'achète un immeuble, j'achète d'autres business, etc. Et ensuite, la suite des problèmes. Et après, déléguer, oh là là, c'est encore d'autres problèmes. En fait, tu vois, parce que les gens, je pense, voient les problèmes. Parce qu'on nous a toujours un peu éduqués comme ça, à toujours voir les problèmes, en fait. Alors que toi, tu simplifies le truc en mode non, mais en fait, c'est juste déjà une perception, c'est comment on va voir les choses. Et tout va se gérer. Je vois toujours les problèmes, les opportunités. Tu arrêtes lapsus. On l'a refait. Je vois toujours les opportunités avant les problèmes. Je minimise pas les problèmes. Non. Je connais l'immobilier, je connais les business. On a eu de la prostitution dans nos locations courte durée. On a eu des squats dans nos laveries. Rien de tout ça n'a été vraiment compliqué à gérer. C'était pas le plus compliqué à gérer en vrai. Mais par exemple, je te les cite parce que c'est ce qui veut faire plus peur aux gens. Ah, c'est vrai. Alors que c'était... Non, le plus compliqué à gérer, c'est les gens qui vont te prendre 1000 photos dans ton Airbnb pour dire, oh là là, il y a de la poussière, et puis la peinture, elle a mal été faite sur le truc. La mauvaise foi, ça c'est probablement ce qui est le plus difficile à gérer. Et tu te dirais pas, c'est la mauvaise foi qui est le plus difficile à gérer. Mais on a eu une panne de frigo un jour, samedi ou dimanche matin. Samedi matin. Locataire, c'était l'été dernier. Je crois que le frigo, il marche plus trop. Ah oui, en effet, la personne vient sur place. Ah oui, en effet, on n'était pas là. On commande un frigo et on a un de nos prestataires qui avait un petit utilitaire. Il va le récupérer, il va l'installer avec un ami. On l'a payé pour ça. Il s'est fait, on le paye un petit peu plus parce que c'est du last minute, que ça nous dépanne bien. Et oui, on va rien gagner sur ce truc-là. On a juste un client content qu'on l'ait dépanné rapidement. Mais on n'a rien eu à faire, à part passer 3 coups de fil, quoi. Ouais, c'est bien, ça aide vraiment à changer un peu de mindset et de perception, tout ce que tu dis là. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur toi, sur l'entrepreneur que tu es. À quel moment tu as décidé, donc c'est venu avec le podcast, je pense, dans cette envie de transmettre avec Richissime. À quel moment tu décides de dire, attends, là, tout ce que je sais sur notamment l'IMO, les investissements, etc., je vais en parler, je vais le transmettre et puis je vais le faire payer, entre guillemets. Ça commence avec le podcast. Ouais. En fait, j'avais repris en main donc, mes propres finances et j'avais envie d'en parler. Et c'est quelqu'un qui m'a suggéré le podcast parce que j'en écoutais pas. Ah ouais. Mais j'ai toujours adoré la radio pour son côté tu peux écouter en même temps que tu fais autre chose. Et du coup, je me suis dit, ah ok, si je comprends bien... on peut acheter un micro à 60 € sur Amazon et démarrer de chez soi, c'est génial ce truc-là. On m'a recommandé un logiciel de montage gratuit et puis bam, j'avais enregistré 3 épisodes et je démarrais quoi. Et au bout de quelques mois, ça m'a fait découvrir un autre monde. Moi, je viens du milieu plus des startups et il y avait cette maxime qui existait tout le temps qui était il faut commencer à vendre le plus vite possible. Tu vois, pas installer un business pendant des années. Moi, j'avais fait cette erreur dans mon expérience de merde qui avait foiré. C'était j'avais travaillé sur le produit pendant des mois et puis après, je l'avais lancé en grande pompe, puis on a fait 2 ventes, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis 6 mois après, le business n'existait plus. Et en fait, du coup, si j'avais bien retenu la leçon de passe pas 6 mois, 1 an à faire un truc, teste un marché, une appétence. Puis j'ai commencé à vendre un petit e-book, ma méthode, celle qui m'a permis de remettre mes finances d'équerre. Et je la vendais, j'ai testé plein de prix, mais 20, 25, 30 €. Mais c'est dingue. Je m'en suis rappelé il n'y a pas longtemps, le premier jour où tu vends un truc que tu as créé toi-même. Ça doit être 30 balles, c'est dingo, quoi. Et nous, ça a commencé comme ça. Après, j'ai compris que ça avait un mot, qu'il y avait un marché, que ça s'appelait l'infoprenariat, qu'il y avait des gens qui étaient là-dedans depuis déjà très longtemps. Bon, et puis après, tu découvres le marché, tu comprends comment ça fonctionne. Et ça a mis du temps pour moi à exploser. Et je pense que c'est normal parce que sur mathématiques à moi, qu'est l'argent et notamment l'investissement, tu peux pas raccourcir le temps parce que moi, je vends mon expertise. Et je peux pas me faire une expertise en 3 à 4 mois. Ouais. Évidemment que quand tu achètes ton 3e immeuble, quand tu gères ton 18e bien en LCD, quand tu achètes un business, 2 business, 3 business, t'as pas la même expérience que quand tu fais ton premier investissement. Ouais. Donc, mon message, c'est affiné, c'est enrichi.
est beaucoup plus smart qu'avant. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça doit mettre du temps dans mon milieu à moi. Mais après, je fais partie de ces gens qui pensent que ça doit mettre du temps un peu pour tout le monde. Tu devrais pas être capable de percer en tant que coach business, sauf si tu as vraiment une expérience, tu as monté ta boîte, tu l'as revendue, etc. Sinon, c'est normal que ça prenne du temps. Oui. Parce qu'il faut se construire une expertise et que ça prend du temps. Ouais, ou avoir une niche très spécifique, quelque chose comme ça. Ok, et du coup, donc là, aujourd'hui, concrètement, en fait, j'appelle ça un peu des verticales, tu vois, mais bon, tu as la verticale investissement et tu as l'infoprenariat. Donc, Ouais. est-ce que tu as d'autres choses ou pas, déjà, qu'on parte sur de bonnes bases? Non, c'est ça. Non, c'est bon. Ok, du coup, comment tu déjà t'organises ton temps? Est-ce que, juste un terme, sur la partie lifestyle, l'organisation, comment tu fais pour... est-ce que genre, tu te prends 2 heures dans la journée pour tous tes investissements, tout le reste c'est l'infoprenariat, création de contenu, tout ça? Comment tu t'organises toi? Les investissements, c'est plus moi qui les gère, c'est Benoît. Donc ils sont essentiellement délégués, ok. mais c'est mon mari qui pilote les équipes. Quand on a commencé, lui avait un CDI qui l'occupait plus de 12 heures par jour. Donc en fait, c'était moi qui gérais. J'ai fait beaucoup de suivi de chantier et de travaux. Lui faisait un peu plus la partie financière. Et ensuite, c'est moi pendant longtemps qui ai géré les équipes de délégation. Donc je discutais avec eux pour les ménages. Dès qu'il y avait un problème avec les voyageurs, c'est moi qui discutais avec eux. Je faisais les calendriers de réservation. Donc au début, c'était moi. Et puis, avec la grossesse, les rôles se sont redéfinis. Et en sortant de la grossesse, j'avais eu tellement cette impression d'avoir mis Richissime entre parenthèses, à la fois pendant la grossesse et pendant le congé maternité. Ça pique les yeux, pardon. C'était un beau moment pour toi? C'est la grossesse. L'accouchement était extraordinaire, très dur, très intense, très long, mais extraordinaire. La grossesse a été dure pour moi parce que j'ai très mal vécu du jour au lendemain, t'es incapacité au point de pouvoir travailler, tu vois, je l'ai mal vécu. Mais du coup, j'avais l'impression de délaisser mon business. Et donc, j'avais envie de rattraper ça. Surtout qu'à la sortie, plus ou moins à la fin du congé maternité, on a mis en location 2 immeubles. Ça a été une période horrible pour moi parce que je suis au front dans ces périodes-là. C'est moi qui gère toutes les finitions avec le chantier, la déco, l'installation des meubles, parce que c'est moi qui ai tout acheté, c'est moi qui ai géré la logistique, je sais qu'est-ce qui va où, parce que c'est moi qui ai le rendu final dans ma tête. Je sais exactement à quoi doit ressembler l'appartement. Et Benoît est ouvrier à ce moment-là. Ok, dis-moi où est-ce que je mets le miroir, où je mets le truc, c'est quel meuble qu'on monte maintenant, etc. Bref, ça a été une période un petit peu difficile, donc après ça, on a redéfini les rôles. Je dis, j'ai besoin que tu reprennes plus la gestion de l'immobilier et des business. Et moi, je vais me consacrer à Richissime. Trop bien. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, on a délégué... on a beaucoup délégué. Alors, entre-temps, Benoît a quitté son CDI. Il a rejoint... Ça s'est fait un peu de manière fortuite. C'était pas l'idée à la base, mais finalement, il m'a rejoint et il bosse avec moi aussi full-time sur Richissime. Ok. Et donc, finalement, il a un rôle de COO, les finances, les équipes de vente. Il se met un peu avec moi au marketing aussi. L'idée, c'est que je fasse plus que de la création de contenu. C'est l'idée. On n'y est pas encore tout à fait. Et j'ai pas encore toutes les équipes en place. Je faisais tout avant et c'est la dernière chose que j'ai pas encore déléguée. Et donc, Ok. Toi, tu as que de la formation en ligne ou tu rajoutes des coachings ou du collectif ou des choses comme ça, des lives? Un seul programme. Dans lequel il y a du coaching et de l'accompagnement, mais c'est plus moi qui le fais. Ok. Et là, j'ai vu passer ces derniers temps des pubs. Donc, ça veut dire que tu es en plein lancement ou c'est des pubs qui vont tourner tout le temps? Je fonctionne plus par lancement. Ok. J'ai décidé d'arrêter les lancements. D'accord, donc ça veut dire que tu es en evergreen et que ta formation, on peut la rejoindre quand on veut, c'est ça? On peut la rejoindre à tout moment. J'ai des webinaires en live que j'anime tous les dimanches. Ok. Et effectivement, c'est essentiellement du trafic, de la publicité qui amène vers ces webinaires-là. Aujourd'hui, c'est devenu par la force des choses un peu notre seul canal d'acquisition. Donc on fait beaucoup d'acquisitions par la pub. Et puis... on attend de faire grossir nos équipes de vente pour pouvoir aussi développer de nouveaux canaux parce que finalement aujourd'hui on a beaucoup plus
de prospects qu'on a la capacité d'en prendre. D'accord, ok. Parce que vous limitez problème de riche. Vous limitez les accès à la formation, c'est ça? Enfin, quand tu dis prospects, c'est-à-dire que les prospects sont là, mais... Toutes les personnes qui veulent prendre un appel avec l'équipe pour rejoindre le programme, aujourd'hui, on n'a pas assez d'équipe et de place pour les prendre. Ok. Ah ouais. Donc ouais, comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour mettre en place ça? T'es en plein processus de recrutement? Comment... Alors ça, c'est Benoît qui fait ça, mais effectivement, on a un double recrutement. Les personnes plus débutantes que je fais passer par un cycle de formation avec une amie qui forme à la vente éthique. Et on sélectionne des gens qui se sont déjà formés à la vente dans l'entrepreneuriat au closing et on leur fait passer des tests parce qu'on a... Ouais, c'est normal, c'est un processus de recrutement. Ouais. Et est-ce que tu vas fonctionner en termes de, tu sais, les gros challenges de plusieurs jours, les gros webinaires ou à la fin... J'ai décidé d'arrêter. Tu faisais ça pour faire rentrer le max de personnes? J'en ai fait un dernier en janvier. Et avant, j'avais un modèle qui était comme ça, puis on a switché vers un modèle de vente en continu. En fait, ce que je me suis rendu compte que préparer un lancement, ça détournait les ressources de l'entreprise, moi et une partie de l'équipe, sur à peu près 4 à 8 semaines, 1 à 2 mois. Qu'au moment du lancement, ça cannibalisait du coup les ventes qu'on faisait d'ordinaire. Donc pendant toute cette période-là, les équipes de vente, elles, n'ont pas d'appel et elles ne font pas de vente. Donc c'est du chiffre d'affaires en moins. Et donc à partir du moment où j'ai mis autant de ressources sur un lancement et que ça cannibalise les ventes que j'aurais pu faire, ça veut dire qu'il faut au moins que je fasse x2 ou x3 par rapport à... x2 non, x3 par rapport à ce que j'aurais fait pour justifier d'avoir injecté autant de ressources là-dedans. Et franchement, je pense que je suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait quasiment aucun de mes lancements qui avait été rentable. Ok. La seule chose que ça génère, c'est que au début, on a tous besoin d'une trésorerie parce que si tu n'as pas de trésorerie, tu ne peux pas réinvestir. Et donc, tu peux pas recruter quelqu'un, tu peux pas faire de la pub. C'est le cercle, ouais. Donc, ça m'a permis de me générer une trésorerie de démarrage. Mais en termes de rentabilité, c'était pas dingo, quoi. C'est-à-dire que j'aurais fait aussi bien si j'avais pas détourné mes ressources et que ces ressources-là avaient été appliquées à améliorer le day-to-day. Et j'en aurais vu les bénéfices sur le long terme. C'est-à-dire que si, au lieu de travailler sur un lancement, on avait amélioré toutes nos séquences email, on avait créé de nouveaux lead magnets, on s'était formé pour améliorer nos processus de vente, on avait amélioré les vidéos à l'intérieur du programme, etc. Tous les leviers qu'on peut imaginer pour développer le business, j'en voyais non seulement les résultats à court terme, le mois en cours, mais aussi tous les mois suivants. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de justification à faire des gros lancements. Mais ce que ça masque souvent, c'est que ça fait des gros chiffres, ça fait parler, ça fait du marketing, mais malheureusement, ça permet pas non plus de construire un business super pérenne parce que, en fait, ok, tu fais un gros coup, mais est-ce que toi et tes équipes, vous êtes vraiment qualifiés pour runner un business au day-to-day en dehors de ces gros coups, quoi? À terme, c'est même peut-être moins viable aussi pour l'entrepreneur lui-même. Ça demande beaucoup d'organisation. C'est une machine. Burner mon énergie aussi. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps sur le podcast. C'est passé tellement vite. Qu'est-ce que je voulais... Est-ce que tu as des ambitions, des objectifs très précis par rapport à Richissime? Genre, tu sais où tu vas emmener le côté infoprenariat en termes peut-être de chiffre d'affaires ou en tout cas la vision que tu as, toi, autour de ce projet dans les années à venir? Oui, en termes de chiffres, mais en fait... je pourrais te dire, oui, on voudrait faire 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions. Ça reste des chiffres. J'aimerais que Richissime soit une marque qui soit reconnue au-delà de l'infoprenariat. Trop bien. Ça veut dire sortir aussi de ce modèle de business qui est autour que des programmes d'accompagnement. J'aimerais qu'il y ait... Peut-être qu'il y aura un livre, peut-être qu'il y aura... Trop bien. Je voudrais qu'il y ait d'autres choses, que l'écosystème Richissime, ce que je veux toucher beaucoup plus de gens, vivent au-delà de juste la vente et l'accompagnement. Parce que finalement, les accompagnements, c'est pour les gens qui sont les plus motivés. Enfin,
c'est pour tellement une micro-partie de ce marché. Et si moi, je veux aussi nourrir mon ambition personnelle que de toucher des millions de gens, Waouh, ok. je peux pas le faire que avec l'infopreneuriat. L'infopreneuriat, c'est ce qui fait tourner la machine. Vendre des formations en ligne et des accompagnements de qualité, c'est ce qui fait tourner la machine. Et ça permet aussi de pouvoir faire des projets qui ont peu ou pas de rentabilité intrinsèque. Écrire un livre, personne n'a jamais gagné d'argent avec. Oui, c'est vrai. Et donc, il faut du temps pour ça. Et donc, il faut que ce soit soutenu par la croissance. Il faut que ce soit monétisé par autre chose. Donc, je vois ça comme un moyen aussi de faire d'autres choses. Peut-être plus dans le give, moins dans la vente, dans le commercial. Ok. Après, moi, je ne vais pas me cacher. Plus on apporte de la valeur aux gens, plus on en retire de la valeur soi-même. Moi, je trouve ça parfaitement normal. Je fais pas... mon ambition n'est pas désintéressée. Mon ambition est intéressée pour les autres et pour Bien moi. sûr. C'est moi et les autres. C'est pas l'un contre l'autre, mais ça va ensemble. Oui. Et puis l'infopreneuriat aussi, où la formation peut faire partie, comme tu dis, pour une certaine va attirer une certaine personne, parce que tu as aussi la cible des personnes, comme je disais un peu tout à l'heure, monsieur, madame, tout le monde qui veulent diversifier leur investissement. C'est pas pareil que de toucher que les entrepreneurs qui, eux, savent qu'ils doivent se former, se coacher, nanana, en permanence. Alors que toi, ton but aussi, c'est de démocratiser ton discours autour de ça. Merci pour tous ces partages. Comment on peut travailler avec toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Richissime Podcast sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente. Vous pouvez écouter sur n'importe quelle plateforme le podcast Richissime, évidemment. Mais c'est Insta, mon lieu. Ouais, j'aime beaucoup cette plateforme. Ça a toujours été le cas. Et donc, si vous voulez me contacter, c'est par Insta. Trop bien. Est-ce que tu as une dernière punchline, citation ou un mantra que tu te répètes ou que tu répètes à tes clients ou, je sais pas, des personnes plus proches que toi? Quelque chose qui, tous les jours, te booste ou te motive? C'est une très bonne question. Il y en avait une que j'utilisais beaucoup avant, mais c'est plus un mantra de vie généraliste. C'est une citation qui est attribuée à... Comment s'appelle-t-il, ce chanteur des Beatles, celui qui est mort, John Lennon. Life is what happens while you are busy making other plans. Ça, c'est une citation qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée dans ma vie. Sur les finances, je vous dirais, à chaque fois que quelqu'un vous dit que tout le monde fait comme ça, alors c'est comme ça qu'il devrait faire, dites-vous, c'est probablement de la merde. Cool. On va terminer le podcast sur ça, sur c'est de la merde. C'est ça. Parfait, Delphine. Merci beaucoup pour ton temps. Je pense que tu nous as donné beaucoup de valeur. Allez la retrouver sur ses réseaux, sur ta chaîne YouTube aussi, sur ton podcast. Cette interview a été faite aussi en présentiel, donc si vous voulez nous voir, allez sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, nous écrire sur Insta aussi pour nous dire ce que vous en avez retiré. Et puis, merci à toi. Merci Fanny. À bientôt.